Tu n'es pas paresseux. Tu es conditionné. Depuis des années, ton esprit a appris à éviter l'effort, à confondre confort et survie, à fuir ce qui exige de toi une décision ferme. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que les choses les plus difficiles sont aussi celles qui peuvent te libérer. Cette vidéo n'est pas une promesse facile, c'est un dévoilement. Nous allons explorer comment contourner les résistances de ton propre cerveau, non pas par la force brute, mais par une méthode silencieuse, presque invisible, que peu comprennent vraiment. Reste jusqu'à la fin car ce que tu découvriras pourrait changer la manière dont tu abordes chaque tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Si ces mots résonnent déjà en toi, écris en commentaire « Je reprends le contrôle ». Pense aussi à aimer cette vidéo, à t'abonner et à rester avec moi jusqu'au bout, car certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent de regarder en face ceux qu'ils évitent depuis toujours. Depuis l'Antiquité, les penseurs ont observé une vérité dérangeante. L'être humain ne lutte pas contre le monde, il lutte contre lui-même. Les stoïciens parlaient déjà de cette fracture intérieure entre ce que l'on sait devoir faire et ce que l'on fait réellement. Plus tard, certains philosophes ont compris que la volonté brute était une illusion fragile, incapable de résister longtemps au poids de l'habitude et de la peur. Ce savoir a été peu à peu dilué, remplacé par des discours simplistes sur la motivation et la discipline, comme si l'esprit obéissait à des ordres directs. En réalité, notre époque souffre précisément de cette incompréhension. Nous voulons forcer un cerveau qui a été conçu pour économiser l'énergie, éviter la douleur et répéter ce qui lui est familier. Comprendre cela, c'est déjà commencer à se libérer. Tu dois d'abord entendre cette vérité sans la fuir. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour te rendre grand, mais pour te garder en sécurité. Il n'a pas été programmé pour l'accomplissement, mais pour l'économie d'énergie. Chaque fois que tu repousses d'une tâche difficile, chaque fois que tu choisis le confort au lieu de l'effort, ce n'est pas un défaut moral, ce n'est pas un manque de caractère, c'est un mécanisme ancien qui s'active silencieusement. Ton esprit cherche à éviter la dépense inutile, la douleur anticipée, l'incertitude. Il ne distingue pas entre un danger réel et un effort symbolique. Pour lui, écrire, s'entraîner, affronter une conversation difficile ou bâtir quelque chose sur le long terme déclenche les mêmes alarmes internes qu'une menace physique. C'est là que commence le conflit intérieur que tu ressens chaque jour. Tu crois souvent que le problème vient d'un manque de motivation. Mais la motivation est une émotion instable, capricieuse, soumise à ton état intérieur, à ton niveau d'énergie, à ton environnement. Attendre la motivation, c'est accepter d'être gouverné par des forces que tu ne contrôles pas. Les anciens le savaient déjà. Ils observaient que l'homme qui agit uniquement lorsqu'il en a envie devient l'esclave de ses humeurs. Ce que nous appelons aujourd'hui procrastination était autrefois compris comme une fuite intérieure, une forme subtile de peur déguisée en rationalité. Tu te racontes que ce n'est pas le bon moment, que tu feras mieux plus tard, que tu manques de clarté. En réalité, ton cerveau te protège de l'inconfort immédiat, même si cela te condamne à une frustration durable. C'est ici qu'intervient ce que l'on peut appeler la méthode de contournement, l'override silencieux. Elle ne consiste pas à te battre contre ton esprit, car tu perdras toujours ce combat. Elle consiste à tromper les mécanismes automatiques qui te freinent. Ton cerveau fonctionne par prédiction. Avant même que tu commences une tâche difficile, il simule la fatigue, l'ennui, la douleur, l'échec potentiel. Cette simulation est si vive que ton corps y réagit comme si elle était réelle. Ton cœur ralentit, ton énergie chute, ton attention se disperse. Tu interprètes ces signaux comme un manque de capacité, alors qu'ils ne sont que des anticipations. Comprendre cela change tout. Observe ce qui se passe lorsque tu te dis « Je dois faire cela pendant plusieurs heures, tel dessert ». Ton esprit se crispe. La résistance apparaît immédiatement. Maintenant, observe ce qui se passe lorsque tu te dis « Je vais simplement commencer pendant quelques minutes ». La tension diminue. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau accepte plus facilement ce qui semble limité, contrôlable, sans danger. La méthode de contournement repose sur cette faille. Tu ne demandes pas à ton esprit la permission de réussir, tu lui demandes seulement la permission de commencer. Et commencer est psychologiquement beaucoup moins menaçant que finir. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Ton cerveau associe les tâches difficiles à ton identité. Si tu échoues, ce n'est pas seulement une action qui échoue, c'est toi. C'est pour cela que l'évitement est si puissant. En repoussant l'action, tu repousses aussi le risque de te confronter à tes propres limites. La méthode de contournement agit ici comme un masque. Tu n'agis pas en tant que toi, avec toute la charge émotionnelle que cela implique. Tu agis comme quelqu'un qui expérimente, qui teste, qui observe. Tu te détaches temporairement de ton ego. Et lorsque l'ego se tait, l'action devient possible. Il est essentiel que tu comprennes que ton cerveau ne fait pas la différence entre un petit engagement et un grand engagement au moment où tu démarres. Une fois que tu es en mouvement, une autre loi psychologique entre en jeu,
l'inertie mentale. Ce qui est en mouvement tend à rester en mouvement. Ce principe, simple en apparence, est l'un des plus puissants que tu puisses utiliser. La difficulté n'est jamais dans la continuité, elle est dans le démarrage. C'est pour cela que la méthode ne cherche jamais à te rendre héroïque, mais simplement à te rendre mobile. Tu as peut-être remarqué que les jours où tu fais déjà quelque chose de productif, il est plus facile d'en faire davantage. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la cohérence interne. Ton cerveau aime la cohérence. Une fois qu'il s'est engagé dans une direction, il cherche à justifier cet engagement par des actions supplémentaires. C'est ainsi que de petites décisions créent de grandes trajectoires. À l'inverse, l'inaction crée une identité d'inaction qui se renforce jour après jour. La méthode de contournement ne combat pas cette dynamique, elle l'exploite. Il faut aussi parler de la fatigue décisionnelle. Chaque choix conscient que tu fais consomme de l'énergie mentale. Lorsque tu passes ta journée à décider, à hésiter, à négocier avec toi-même, tu épuises les ressources nécessaires à l'action. Le cerveau, épuisé, choisit alors la voie la plus simple, ne rien faire ou se distraire. La méthode de contournement supprime la décision. Tu ne décides pas si tu as envie, tu ne décides pas si c'est le bon moment. Tu appliques un déclencheur préétabli. Lorsque telle condition est remplie, tu commences, sans débat intérieur. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la libération. Tu pourrais croire que cela te transforme en machine froide, déconnectée de toi-même. C'est l'inverse. En réduisant le bruit mental, tu libères de l'espace intérieur. L'action cesse d'être un combat et devient un mouvement naturel. Les philosophes anciens parlaient d'alignement entre l'intention et l'acte. Ils savaient que la souffrance naît du décalage entre ce que l'on sait juste et ce que l'on fait réellement. La méthode de contournement réduit ce décalage non par la morale mais par la structure. Il y a aussi une dimension presque spirituelle dans cette approche. Lorsque tu agis sans te raconter d'histoire, sans nourrir ton ego, sans anticiper le résultat, tu entres dans un état particulier. Le temps semble différent, l'effort devient fluide. Tu n'es plus en train de te prouver quelque chose, tu es simplement en train de faire. Beaucoup cherchent cet état par la motivation, par l'inspiration, par l'attente du moment parfait. Mais cet état ne se trouve qu'après le passage à l'action, jamais avant. Tu dois comprendre que ton cerveau est un serviteur puissant, mais un maître dangereux. Lorsqu'il dirige, il te maintient dans des cycles connus, même s'ils te font souffrir. Lorsqu'il sert, il devient un outil extraordinaire. La méthode de contournement est une manière de reprendre la position de guide sans violence, sans conflit interne. Tu ne cries pas sur ton esprit, tu lui parles dans un langage qu'il comprend, le langage de la sécurité, de la simplicité et de l'immédiateté. Peut-être ressens-tu une résistance en ce moment même. Une part de toi se dit que tout cela est trop simple, presque insultant. Cette part est ton ego. Il préfère les solutions complexes, héroïques, dramatiques, parce qu'elles nourrissent l'illusion de contrôle et de grandeur. Mais les véritables transformations sont souvent discrètes, presque banales, elles ne flattent pas l'ego, elles le contournent. Observe bien ceci, chaque fois que tu te dis « je devrais », tu déclenches une tension intérieure. Le mot même crée une pression, une obligation, une charge morale. Ton cerveau associe alors la tâche à une menace pour ton équilibre émotionnel. La méthode de contournement élimine le « je devrais » et le remplace par « je commence », pas pour réussir. Pas pour terminer, simplement pour commencer. Ce changement de langage modifie la réaction de ton système nerveux. Tu passes de la résistance à la curiosité, de la peur à l'expérimentation. Il est aussi important de comprendre que ton cerveau adore les récompenses immédiates. Les distractions modernes exploitent ce mécanisme sans relâche. Elles offrent des plaisirs rapides, faciles, sans effort. Face à cela, les tâches difficiles semblent fades, lointaines, ingrates. La méthode de contournement ne cherche pas à rivaliser directement avec ces récompenses. Elle change la temporalité. Elle te permet d'atteindre rapidement un état d'engagement où la satisfaction ne vient plus du résultat, mais du processus lui-même. Lorsque tu commences sans pression, sans objectif écrasant, ton attention se stabilise. Et lorsque l'attention se stabilise, une forme de satisfaction profonde apparaît. Ce n'est pas l'excitation, ce n'est pas l'euphorie. C'est une paix active, un sentiment d'alignement. Beaucoup confondent ce sentiment avec la motivation alors qu'il est en réalité sa conséquence. Tu dois aussi voir comment cette méthode te protège du découragement. Lorsque tu attaches ton identité au résultat, chaque obstacle devient une attaque personnelle. Chaque retard devient une preuve de ton insuffisance. En contournant l'ego, tu te libères de ce poids. Tu ne cherches plus à être quelqu'un de particulier, tu cherches seulement à agir ici et maintenant. Et paradoxalement, c'est ainsi que tu deviens plus fort. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la difficulté n'est pas un mur, c'est un seuil. Ton cerveau te fait croire que ce seuil est infranchissable pour t'éviter de le traverser. Mais une fois que tu l'as franchi, la résistance diminue. La méthode de contournement n'élimine pas la difficulté.
Elle te permet de passer le seuil sans déclencher l'alarme intérieure. Garde ceci en tête, tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu n'as pas besoin de comprendre tout. Le chemin pour faire le premier pas. Tu n'as même pas besoin d'y croire pleinement. Tu as seulement besoin de commencer d'une manière qui ne réveille pas tes peurs les plus profondes. C'est là que réside le véritable pouvoir de cette approche. Et pourtant, ce que je viens de te dire n'est encore que la surface. Car derrière cette méthode se cachent des paradoxes plus profonds, des pièges subtils de l'ego et des illusions modernes qui sabotent même ceux qui passent à l'action. Dans la suite, nous allons plonger là où peu osent regarder, là où le désir de contrôle devient l'ennemi silencieux du changement. Il existe un paradoxe que peu acceptent de regarder en face. Même lorsque tu commences à agir, même lorsque tu appliques des méthodes efficaces, une partie de toi cherche encore à saboter le processus. Ce n'est plus la paresse cette fois, ce n'est plus la peur évidente, c'est quelque chose de plus subtil, plus insidieux. C'est l'ego, déguisé en maîtrise, le désir de contrôle absolu qui transforme même les bonnes stratégies en nouvelles prisons. Beaucoup pensent avoir compris comment avancer, mais restent bloqués parce qu'ils veulent trop bien faire, trop vite, trop consciemment. Ils veulent ressentir le progrès, le mesurer, le valider, et c'est précisément là que la résistance renaît. Ton cerveau aime croire qu'il est aux commandes. Il veut comprendre chaque étape, anticiper chaque résultat, sécuriser chaque issue. Ce besoin de contrôle donne l'illusion de la sagesse, mais il cache souvent une peur profonde, la peur de perdre son identité, même une identité insatisfaisante. Lorsque tu changes réellement, tu ne transformes pas seulement tes habitudes, tu menaces l'image que tu as de toi-même. Et l'ego préfère une souffrance familière à une liberté inconnue. C'est pour cela que tant de personnes commencent fort, puis abandonnent sans raison apparente. Elles ne fuient pas la difficulté, elles fuient la transformation intérieure qu'elle implique. La méthode de contournement devient dangereuse lorsqu'elle est récupérée par l'ego. Tu commences à te dire « je sais comment fonctionne mon cerveau », puis tu cherches à optimiser chaque détail. Tu analyses trop, tu intellectualises l'action, tu surveilles ton état intérieur au lieu d'agir. Et sans t'en rendre compte, tu recrées le problème initial. Trop de pensées, pas assez de mouvement. Il faut comprendre ceci avec lucidité. Le cerveau adore les systèmes, mais il déteste l'incertitude. Or, l'action réelle est toujours incertaine. Elle échappe au contrôle total. C'est pourquoi la simplicité n'est pas une faiblesse, mais une protection. Un autre piège moderne réside dans l'illusion du sens. Beaucoup attendent de ressentir un sens profond avant d'agir. Ils veulent que chaque effort soit aligné avec une vision claire, une mission personnelle, une finalité noble. Cela semble élevé, presque spirituel, mais c'est souvent une fuite raffinée. Le sens ne précède pas l'action, il en émerge. Les anciens savaient que la clarté vient après l'engagement, jamais avant. Lorsque tu exiges du sens avant de commencer, tu demandes à ton cerveau une certitude qu'il ne peut pas fournir. Et face à cette impossibilité, il choisit l'immobilité. Il faut aussi parler de la comparaison, cette maladie silencieuse de notre époque. Ton cerveau se nourrit d'images extérieures, de réussites visibles, de parcours idéalisés. Même lorsque tu agis, une partie de toi observe les autres et se juge. Je ne vais pas assez vite, je ne fais pas assez bien, d'autres y arrivent de mieux que moi. Cette comparaison réactive l'ego et transforme l'action en performance. Dès lors, l'effort redevient lourd, chargé, menaçant. La méthode de contournement exige un détachement radical du regard extérieur. Tu n'agis pas pour prouver, tu agis pour avancer. Tout le reste est du bruit. Il existe aussi une illusion très répandue, croire que la souffrance est nécessaire pour que l'action soit valable. Beaucoup associent inconsciemment la valeur à la douleur. Si ce n'est pas dur, si ce n'est pas épuisant, alors ce n'est pas sérieux. Cette croyance est profondément enracinée, mais elle est fausse. Elle pousse ton cerveau à résister davantage car il associe l'action à une punition. La méthode de contournement ne glorifie pas la souffrance, elle la rend inutile. Elle te permet d'agir sans te martyriser, sans transformer chaque effort en épreuve identitaire. Un fait méconnu mais essentiel est que ton cerveau apprend plus vite par continuité que par intensité. Une petite action répétée modifie plus profondément les circuits neuronaux qu'un effort massif suivi d'un abandon. Pourtant, l'ego préfère l'exploit ponctuel, spectaculaire, visible. Il veut des preuves immédiates de sa valeur. Mais la transformation réelle est discrète. Elle se construit dans la répétition silencieuse, dans l'ennui parfois, dans la constance. C'est pour cela qu'elle est si rare. Il y a aussi le conflit entre désir et sens. Tu veux progresser, mais tu veux aussi te sentir bien maintenant. Tu veux construire quelque chose, mais tu veux éviter toute frustration. Ton cerveau est pris entre ces deux forces. La méthode de contournement ne cherche pas à résoudre ce conflit par la morale. Elle le court-circuite. En réduisant l'action à une unité minimale, elle rend le conflit presque invisible.
Le désir immédiat n'est plus menacé et le sens à long terme commence à se construire sans lutte frontale. Tu dois comprendre que la résistance ne disparaît jamais complètement. Elle change de forme. Au début, elle se manifeste par la procrastination, ensuite par le doute, puis par l'excès de contrôle, enfin par une fatigue existentielle, une lassitude qui te fait croire que tout cela n'en vaut pas la peine. Ce sont des étapes normales. Ce qui fait la différence, ce n'est pas de les éliminer, mais de ne plus leur obéir. La méthode de contournement t'apprend à reconnaître ces voix sans leur donner le pouvoir de décider. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette posture. Tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu n'essaies plus de te forcer à devenir quelqu'un d'autre. Tu acceptes ton fonctionnement tout en cessant de le subir. Cette acceptation active est rare. Beaucoup confondent acceptation et résignation. En réalité, accepter ton cerveau tel qu'il est te donne enfin la possibilité de l'utiliser avec intelligence. Lorsque tu cesses de vouloir te transformer d'un coup, lorsque tu renonces à l'image idéalisée de la version parfaite de toi-même, quelque chose se détend à l'intérieur. L'action devient plus légère. Tu n'as plus besoin de te convaincre, ni de te motiver, ni de te menacer. Tu avances parce que c'est la prochaine chose à faire, pas parce que cela te définit. Ce que notre époque refuse d'admettre, c'est que la liberté ne vient pas d'un contrôle accru, mais d'un abandon stratégique. Abandonner la lutte inutile, abandonner l'obsession du résultat, abandonner le besoin de se sentir prêt. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence profonde, presque oubliée. Et pourtant, malgré tout ce que tu viens de comprendre, une question demeure. Comment traduire cette lucidité en gestes concrets, en rituels simples, en pratiques quotidiennes qui résistent au chaos de la vie réelle? Car la compréhension sans application devient une nouvelle forme de fuite. Dans la suite, je vais te montrer comment incarner cette méthode, pas en théorie, mais dans ton quotidien le plus ordinaire, là où la transformation commence réellement. Maintenant que tu comprends les mécanismes invisibles qui te gouvernent, il est temps de les traduire en gestes simples, presque banals, mais profondément transformateurs. La première chose à intégrer est ceci. La méthode de contournement ne fonctionne que si elle est ritualisée. Tant qu'elle reste une idée, elle sera récupérée par l'ego ou dissoute par l'oubli. Tu dois donc créer des points d'entrée clairs dans l'action, des déclencheurs précis qui ne laissent aucune place à la négociation intérieure. Par exemple, au lieu de te dire que tu travailleras quand tu te sentiras prêt, tu décides qu'à un moment précis, dans un lieu précis, tu commenceras, quoi qu'il arrive, sans te demander comment tu te sens. Ce déclencheur devient sacré. Il n'est pas lié à ton humeur, mais à ta structure. Ensuite, réduis volontairement l'action à son plus petit noyau possible. Pas pour te tromper sur la durée, mais pour désactiver la peur. Si tu dois écrire, tu n'écris pas un texte, tu écris une phrase. Si tu dois t'entraîner, tu ne fais pas une séance complète, tu fais un seul mouvement. Si tu dois apprendre, tu ne maîtrises pas un sujet, tu lis un seul paragraphe. Cette réduction n'est pas une ruse naïve, c'est une clé psychologique. Une fois engagé, ton cerveau bascule naturellement vers la continuité. Et si ce jour-là tu t'arrêtes après ce minimum, ce n'est pas un échec. C'est une victoire structurelle car tu as respecté le rituel. Un autre exercice essentiel consiste à séparer l'action de l'évaluation. Tu agis d'abord, tu observes ensuite. Pendant l'action, tu interdis toute analyse, tout jugement, toute projection. Si une pensée apparaît, tu la laisses se passer sans la suivre. L'évaluation n'a lieu qu'après, à froid, et toujours de manière factuelle. Qu'ai-je fait? Combien de temps? Qu'est-ce qui a facilité ou freiné le mouvement? Jamais. Suis-je nul? Suis-je en retard? Suis-je en train d'échouer? Ce changement de regard protège ton énergie mentale et empêche la résistance de se reformer. Il est aussi crucial de créer un environnement qui soutient la méthode. Ton cerveau est extrêmement sensible aux signaux extérieurs. Si ton espace est saturé de distractions, chaque action devient un combat. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait, mais d'un environnement cohérent. Cela peut être un objet spécifique, un endroit dédié, un moment de la journée réservé. Ces repères deviennent des ancres. Ils disent à ton esprit, ici, il n'y a rien à décider, seulement à commencer. Tu rencontreras inévitablement des jours où la résistance sera plus forte. La fatigue, les émotions, les imprévus viendront tester ta structure. Dans ces moments, la règle est simple. Ne cherche pas à compenser par plus d'efforts. Reviens au minimum. Respecte le rituel, même de manière imparfaite. Ce qui détruit une habitude naissante, ce n'est pas l'imperfection, c'est la rupture. La continuité imparfaite vaut toujours mieux que l'abandon héroïque. Un autre point souvent négligé est la gestion de l'énergie plutôt que du temps. Tu ne manques pas de temps, tu manques de clarté énergétique. Observe les moments où ton esprit est le plus disponible, même brièvement, et place ton déclencheur là.
Inutile de lutter contre des heures de fatigue profonde, la méthode de contournement respecte ton rythme biologique au lieu de le nier. Il est aussi important de neutraliser la voix intérieure qui réclame une récompense immédiate. Au lieu de te promettre un plaisir après l'effort, ce qui renforce l'idée que l'action est une corvée, apprends à reconnaître la satisfaction subtile du mouvement lui-même. Ce sentiment calme, presque silencieux, qui apparaît lorsque tu es engagé sans lutte. Plus tu y prêtes attention, plus il devient accessible. Et plus il devient accessible, moins tu dépends des distractions extérieures. Si tu échoues à appliquer la méthode un jour, observe ce qui s'est passé sans te juger. L'échec n'est pas une preuve d'incapacité, c'est une information. Peut-être que le déclencheur était trop flou, peut-être que le minimum était encore trop élevé. Ajuste, simplifie, affine. La méthode est vivante. Elle s'adapte à toi, pas l'inverse. Enfin, rappelle-toi que cette approche ne vise pas la performance, mais la liberté intérieure. Tu ne cherches pas à devenir une machine productive, mais un être capable d'agir sans se trahir. Lorsque l'action cesse d'être une lutte, elle devient une expression naturelle de ce que tu es en train de devenir. Pratique cela dans les petites choses avant de l'appliquer aux grandes. C'est dans l'ordinaire que les structures s'y se renforcent. Et un jour, sans annonce spectaculaire, tu réaliseras que ce qui te paraissait autrefois impossible est devenu presque évident. Ce jour-là, tu comprendras que tu n'as pas vaincu ton cerveau. Tu as appris à marcher avec lui. Ce que tu viens de traverser n'est pas une simple méthode pour être plus efficace. C'est un changement de posture intérieure. Tu as vu que le véritable obstacle n'était ni le manque de discipline, ni l'absence de talent, mais cette relation invisible que tu entretiens avec ton propre esprit. Tant que tu cherchais à te forcer, à te motiver, à te convaincre, tu restais prisonnier d'un combat perdu d'avance. Aujourd'hui, tu comprends que la transformation commence lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu es et que tu apprends à agir en tenant compte de ta nature profonde. La méthode de contournement ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle ne te promet pas une version idéalisée de toi-même. Elle t'invite simplement à reprendre la main là où tu l'avais abandonnée, dans ces petits moments décisifs où l'action naît ou meurt. En réduisant l'effort, en simplifiant l'entrée dans le mouvement, tu as vu que la difficulté perdait son pouvoir. Ce qui semblait insurmontable n'était qu'une illusion créée par l'anticipation, par l'ego, par la peur déguisée en raison. Souviens-toi de ceci, tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance, ni même d'y croire pleinement. Tu as seulement besoin de respecter la structure que tu as choisie. L'action précède toujours la clarté. Et plus tu avances, sans bruit, sans te juger, sans te comparer, plus ton esprit s'apaise et coopère. C'est ainsi que se construit une force durable, silencieuse, que rien n'ébranle facilement. La question que je te laisse n'est pas spectaculaire, mais elle est essentielle. Qu'est-ce que tu vas commencer aujourd'hui, même de manière minuscule, sans attendre que ton esprit te donne son autorisation? Réfléchis-y honnêtement. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur un combat que tu vis depuis longtemps, écris-le en commentaire. Ton engagement, même discret, est déjà une forme d'action. Si tu veux continuer à explorer ces vérités profondes, à comprendre les mécanismes cachés qui gouvernent tes choix, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner. Ce chemin n'est pas fait de grands gestes héroïques, mais de décisions simples répétées dans le silence. Et c'est précisément pour cela qu'il change tout.